Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité sociopolitique haïtienne. Vous savez, il m'arrive souvent de me poser la question que voici, mais qu'est-ce que cela prend à la classe politique haïtienne? Qu'est-ce que cela prend aux élites haïtiennes? Qu'est-ce que cela prend aux dirigeants haïtiens, aux politiciens haïtiens pour qu'ils réalisent enfin qu'ils ont un pays à sauver, qu'ils ont une population à secourir? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le choc une fois passé, lors du tremblement de terre, je me suis dit secrètement peut-être que cela prenait un tremblement de terre pour qu'enfin les dirigeants haïtiens s'aperçoivent de la nudité du pays, pour que enfin les dirigeants haïtiens se rendent compte du dénuement total, complet, absolu de la population haïtienne. J'y croyais pendant un premier temps, puisque on entendait les politiciens haïtiens, entre autres le président d'alors, René Préval, parler du concept de la refondation d'Haïti. Tout le monde parlait de reconstruire. Lui, il a choisi un thème très porteur, refonder le pays. Et lorsqu'on l'a questionné là-dessus, il laissait entendre que plus qu'une reconstruction physique, plus qu'une reconstruction matérielle, il faut reconstruire l'être haïtien, il faut retrouver l'âme haïtienne. Mais c'était, bon Dieu, c'était de la musique à mes oreilles. Les politiciens, les sénateurs, les députés parlaient alors d'un nouveau contrat social, je réentends.
Kelly Bastien, qui fut pendant un temps président du Sénat haïtien, parler, enfin prêcher le thème du nouveau contrat social. Il fut en ceci secondé par les Yuri Latortue, les Joseph Lambert. En sorte que pendant, ma foi, quelque temps, vous direz a posteriori, l'espace d'un ciment pour parler comme les hommes de lettres, eh bien, on y a cru. On s'est dit, ce tremblement de terre n'aura pas emporté près d'un demi-million de nos compatriotes pour rien, il allait servir à quelque chose. Mais très rapidement, on a vu les vieux réflexes se réaffirmer. Très rapidement, on a vu les comportements pathologiques se réactiver. Le tremblement de terre, loin d'être cet élément déclencheur d'une prise de conscience ou de la refondation de l'être haïtien ou de la renaissance de l'âme haïtienne, le tremblement de terre, dis-je, loin d'être cet élément déclencheur, si nécessaire, eh bien, était devenu l'occasion pour plusieurs de se faire du fric, pour plusieurs de se réargenter. Et ici, soyons sérieux, ce ne sont pas seulement les nationaux qui ont trempé dans cette machine de corruption qu'est devenue le projet de la reconstruction de Port-au-Prince après le tremblement de terre. Les Clinton s'y ont donné à cœur joie. La Croix-Rouge internationale s'y est donnée à cœur joie. Des compagnies étrangères, dont des compagnies québécoises, des compagnies canadiennes, ont détourné des fonds qui étaient jusque-là consacrés à la reconstruction d'Haïti. Il y a une entreprise québécoise qui fait dans la construction, qui a reçu beaucoup d'argent du Canada, qui a reçu beaucoup d'argent de la communauté des nations malveillantes, appelée indûment communauté internationale. Eh bien, je parle de cette compagnie qui a reçu beaucoup d'argent, soi-disant pour construire des maisons pour les Haïtiens, mais qui, in fine, a construit des cages d'animaux sans fenêtres, sans toilettes, rien du tout. Et pourtant, cette compagnie n'a jamais été poursuivie. Des reporters étrangers, n'est-ce pas, ont prouvé que cette compagnie a détourné des fonds publics en toute impunité. La Croix-Rouge internationale a détourné l'argent de la reconstruction de Port-au-Prince en toute impunité. Les Clinton ont détourné cet argent en toute impunité. Mais gardons, pour ainsi dire, le focus sur les dirigeants nationaux. Je disais très rapidement, le tremblement de terre est vite oublié. Il est au contraire devenu un élément bienfaiteur pour faire de l'argent. Les économistes auraient parlé d'une illustration de ce qu'on appelle le capitalisme du désastre. Quand il y a désastre, c'est l'occasion pour plusieurs de se faire beaucoup de fric. Très rapidement, on a découvert que cette fameuse commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, donc CIRH, au comité de laquelle siégeaient à la fois Bill Clinton et Jean-Max Bellerive, alors Premier ministre d'Haïti, on a rapidement découvert que c'était une belle occasion et pour les internationaux et pour les nationaux de se faire de l'argent sur le dos du peuple haïtien. Mais ma question demeure, 14 ans après le tremblement de terre, qu'est-ce que cela prend aux dirigeants haïtiens? Qu'est-ce que cela prend aux élites haïtiennes? Qu'est-ce que cela prend aux politiciens d'Haïti pour qu'ils réalisent qu'ils ont un pays à sauver et que ce pays, c'est le leur? Qu'est-ce que cela prend aux élites haïtiennes pour comprendre qu'il n'y a pas de pays de rechange? On peut être installé en terre étrangère pendant longtemps, on peut s'y faire un nom, mais il n'y a qu'une seule patrie. C'est Haïti. On a chassé
Ariel Henry, pour son inaction, pour son cynisme, pour son indifférence vis-à-vis des souffrances de la population haïtienne. Ceux qui l'ont remplacé à la tête, n'est-ce pas, de ce pays, étaient tous les jours dans la rue, ils étaient tous les jours dans les médias pour crier haut et fort qu'il nous faut une nouvelle gouvernance, qu'il nous faut considérer comme priorité numéro 1 la question de l'insécurité. Et pourtant, voilà, près de 8 mois qu'ils sont là, la question de l'insécurité demeure entière. De bonne gouvernance, il n'y en a point. En sorte qu'on se dit, mais qu'est-ce que cela prend aux élites haïtiennes? Qu'est-ce que cela prend aux dirigeants haïtiens? Qu'est-ce que cela prend à la classe politique haïtienne pour réaliser que ce pays-là ne doit pas mourir? Cette population n'en peut plus de souffrir. Je me suis enquis de la manière dont Didier Fils-Aimé est parvenu au pouvoir. Oh là là, bon Dieu, bon Dieu. J'ai été choqué, j'ai été sidéré. Et je vous promets de tout vous dire, puisque c'est le mot qu'on se donne à cette émission, de se dire les vraies affaires. Car je vous l'avais dit, lorsque, tout de suite après l'élection de Didier, j'ai appelé les membres du CPT pour dire, mais pourquoi lui et non pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui explique qu'on l'ait choisi lui? Quels sont les hauts faits d'armes d'Alix Didier Fils-Aimé, sinon que d'être un membre de, n'est-ce pas, de la classe des affaires haïtiennes? Ils m'ont fourni pour toute réponse, vous savez, c'est le fils de l'autre. Et là, je suis revenu à la tâche. J'ai des réponses beaucoup plus concrètes, j'ai un contexte beaucoup plus étoffé. Et au terme de l'émission d'aujourd'hui, vous devrez vous poser la question que voici, mais à qui appartient ce pays? Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Est-ce que cette terre de Dessalines appartient aux 12 millions d'Haïtiens ou bien est-ce que ce pays appartient à Gilbert Bidjo? Est-ce que ce pays appartient à Reynold Dib? Est-ce que ce pays appartient à Olivier Barreau? Retenez ces trois noms-là. Vous vous souvenez? Je vous les avais déjà cités lors du scandale de la BNC, la Banque nationale de crédit, qui est censée être, de par son nom, une banque nationale, mais qui est prise en otage par 4 oligarques, dont ces 3-là, qui ont emprunté jusqu'à, je vous l'avais dit, 65% du portefeuille de la banque. Imaginez une banque nationale dont le portefeuille est prêté à 4 personnes jusqu'à 65%. Et vous allez voir que Bidjo, Gilbert Bidjo, Reynold Dib, Olivier Barreau reviennent à la charge et ce sont eux qui ont imposé Didier Alix Fils-Aimé. Et vous allez voir l'agenda de l'homme. Vous allez voir l'agenda de l'homme. Vous allez comprendre qu'il nous faut une véritable révolution, car il n'est pas normal que ce pays-là soit pris en otage par ces gens-là et ils s'associent à la communauté des nations malveillantes
la soi-disant communauté internationale, en particulier les États-Unis d'Amérique, les sénateurs américains mangent dans la main de Biggio. Et je vais vous prendre un exemple concret du fait que pour s'assurer qu'Haïti ne sorte jamais de l'étau dans lequel ils la tiennent, eh bien, vous savez ce que font les Biggio, les Reynolds, les Bossans de ce monde, en particulier les Biggio? Eh bien, ils financent la campagne électorale des sénateurs américains. Comme cela, ils s'assurent que le grand voisin ne fait rien pour aider ce pays, mais au contraire, le grand voisin ferme les yeux sur la souffrance de ce peuple pourvu que Biggio continue de financer la campagne des sénateurs et des congressmen américains. Un plan véritablement machiavélique. En sorte que, une fois qu'on aura fini de répondre à cette question, mais à qui appartient ce pays, il nous faudra nous poser une question subsidiaire, mais qui dirige vraiment Haïti? Les gens qui sont là au CPT ne sont-ils pas des pantins? Et quand on a des sénateurs, quand on a des députés, est-ce qu'ils font des lois pour le peuple haïtien ou bien est-ce que l'agenda, est-ce que le portefeuille, est-ce que le feuilleton, l'agenda du Parlement haïtien n'est pas dicté toujours par ces oligarques-là, qui ne se considèrent pas comme haïtiens d'ailleurs. Ils ont des passeports étrangers, ils ont plusieurs passeports étrangers. Haïti, pour eux, demeure ce territoire transnational qu'ils doivent exploiter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Au diable, la population haïtienne. Et je vais vous faire entrer dans la cuisine de l'élection de Didier Fils-Aimé. Lorsque quelques membres du CPT résistaient à la pression de Biggio, à la pression de Reynolds, à la pression de Olivier Barreau pour élire, n'est-ce pas, Didier Fils-Aimé, vous savez quoi? Ils ont déclenché le rouleau compresseur des barbecues. Vous vous souvenez du contexte? Tandis que on venait de congédier avec raison Gary Conille et que le CPT hésitait encore sur le choix du Premier ministre, eh bien, les barbecues de ce monde ont pris la rue, ils ont commencé à tirer, ils ont forcé la communauté des nations malveillantes à fermer l'aéroport, question d'asphyxier la population haïtienne. Vous savez qui était derrière ça? Biggio, Reynolds, Olivier Barreau. Pour quelle raison? On voulait mettre le CPT devant le fait accompli du choix d'Alix Didier Fils-Aimé. Il fallait choisir Fils-Aimé, autrement, le pays serait dirigé par les barbecues à l'instigation de la classe des affaires. Vous voyez le plan maléfique? Et entre-temps, qu'a fait la communauté des nations malveillantes? Silence radio. On a asphyxié le peuple haïtien. Parce que 2 ou 3 voyous ont tiré sur, n'est-ce pas, un avion, eh bien, on attendait que cela pour fermer l'espace aérien du pays. Et pourtant, dans d'autres pays, au Mexique, on tire sur des avions, mais on ne ferme pas l'espace aérien. J'ai un ami qui s'y connaît en aviation, il dit, mais non, Jean, on ne ferme pas un espace aérien parce que 2 ou 3 bandits tirent sur des avions. En Colombie, Pablo Escobar a fait pire que ça. Il a fait exploser des bombes dans des avions, mais on n'a jamais fermé l'espace aérien. Pourquoi a-t-on fermé l'espace aérien d'Haïti? Parce que barbecue, à l'instigation de Biggio, à l'instigation de Reynolds, à l'instigation de Olivier Barreau, a tiré sur un avion, on a fermé l'aéroport. Et maintenant qu'on a ouvert partiellement l'espace aérien haïtien, savez-vous quoi? On fait payer un billet de Miami vers le Cap jusqu'à 3 000 $ américains. Bon Dieu. Jusqu'à 3 000 $ américains. J'ai un ami qui s'y connaît, il dit, écoutez, Jean, ce billet-là n'aurait même pas dû coûter 200 $.
Miami, Cap-Haïtien, Cap-Haïtien, Miami n'aurait même pas dû coûter 200 $. Pourtant, toujours dans cette perspective d'asphyxier le peuple haïtien, de le siphonner, de lui voler ce qui reste encore de sang, on impose jusqu'à 3 000 $ à ce peuple qui n'en peut plus de souffrir. Alors, ce pays-là appartient-il à Bidio? Ce pays-là appartient-il à Reynold Dib? Ce pays-là appartient-il à Olivier Barrault? Mais qui dirige Haïti? Longue introduction, vous avez raison, j'étais parti, moi. Alors, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Nous avons besoin de toute notre tête, de tous nos esprits pour l'émission de ce matin, car une fois de plus, nous allons nous dire les vraies affaires. À qui appartient Haïti, tiens? Vraiment à vous? Vous êtes sûr de cela? Depuis quand avez-vous choisi votre propre dirigeant? Depuis quand les sénateurs et les députés ont voté une loi en votre faveur? Depuis quand avez-vous perdu la maîtrise du destin de ce pays? Nous allons voir comment fonctionnent ces oligarques. Nous allons les dénoncer. Et vous savez quoi? Cette révolution doit se faire. Ce bois calé dans notre langue ne doit pas viser seulement ceux qui détiennent des armes. Le bois calé doit viser aussi ces gens-là. On s'en va à la pause. Je vous reviens après. C'est convenu. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Lorsque le CPT a pris la décision de congédier Gary Conille, qui pensait que la communauté des nations malveillantes allait le soutenir et que la population allait le soutenir, que cet embryon des forces armées d'Haïti allait le soutenir, que le haut état-major de la police allait le soutenir, et il s'est trompé sur toute la ligne. Car, j'en ai parlé il y a 2 semaines, Gary Conille est arrivé dans l'indifférence et il est reparti dans l'indifférence. Et donc, lorsque le CPT a pris la décision de congédier Gary Conille, ce CPT n'avait pas, c'est de l'amateurisme, vous avez raison, n'avait pas encore un plan B. Le CPT pensait qu'il pouvait attendre entre 2 à 3 semaines pour procéder, si vous voulez, à l'interview peut-être d'une série de 3 candidats sérieux en vue de l'élection d'un Premier ministre. Bon. Le CPT a eu 2 formes de pression. À sa gauche, Gary Conille n'était pas prêt à collaborer, c'est-à-dire n'était pas prêt à ne liquider que des affaires courantes, selon la formule consacrée. On a vu Gary Conille nommer pas moins que 40 personnes, amis, journalistes, qui n'en ont pas les compétences d'ailleurs, à des postes diplomatiques. C'est tout à fait... c'est loufoque que Gary Conille ait choisi d'écrire une lettre à son père pour se plaindre du fait que tout le monde veut une job dans l'État. C'est pas faux ce qu'il dit, et que les dirigeants haïtiens sont corrompus, n'est-ce pas, jusqu'à l'os. Ce n'est pas faux.
Mais Gary Coney lui-même s'est entouré de personnes corrompues, à commencer par son chef de cabinet, des gens qu'il a nommés conseillers sans portefeuille mais avec rang de ministre. Ce Gary Coney n'a aucune crédibilité pour critiquer la machine politique haïtienne puisqu'il en fait désormais partie. Il faut vous le dire, depuis la très courte histoire des gouvernements bicéphales en Haïti, il faut se rappeler que cette affaire de Premier ministre a commencé après Duvalier, donc dans la Constitution de 87, Gary Coney est le seul politicien qui soit revenu 2 fois comme Premier ministre. Après son premier échec, on pourrait dire, écoutez, bon, il ne connaissait pas bien la machine, etc. Mais après un deuxième échec, il faut tirer une seule conclusion. Cet homme n'a pas de set of skills. Il n'a pas ce qu'on appelle les soft skills pour faire de la politique. Il n'a pas ça. Bon, il peut faire autre chose. Il est médecin, dit-on. Mais il n'a pas le réflexe d'un gestionnaire. Il n'a pas le réflexe d'un dirigeant de la chose publique. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais revenons à ce contexte-là. Et je vous avais promis de vous fournir des éléments. Bon, alors, le CPT a pris la décision de congédier Gary Coney. Il pensait, le CPT, qu'il pouvait disposer de 2 à 3 semaines pour passer en entrevue quelques candidats sérieux. Il faut bien qu'il en reste quelques candidats sérieux des 12 millions que nous sommes. Et je vous disais qu'à sa gauche, le CPT avait la pression de Gary Coney qui ne voulait pas liquider les affaires courantes, qui voulait continuer à diriger comme s'il était un premier ministre en bonne et due forme, qui nommait des gens, jusqu'à 40 personnalités, vous dis-je, n'est-ce pas, dans la diplomatie haïtienne. Mais à sa droite, le CPT avait une autre forme de pression, c'est que la classe des affaires, ces brasseurs d'affaires, ces hommes sans foi ni loi, ces hommes sans pudeur, que l'haïtien appelle dans son intelligence bourgeois senti, hein, c'est ce qu'ils sont, des charognards, eh bien, ces gens-là faisaient pression sur le CPT afin qu'il choisisse nul autre que Alix Didier Fils-Aimé. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire le portefeuille, le portfolio, si vous avez pris le temps de lire le CV d'Alix Didier Fils-Aimé. Il est aussi léger qu'une plume de poule. Rien dedans. À part le fait que l'homme est un homme d'affaires et qu'il est, retenez bien cette information, et qu'il est membre du conseil d'administration de la BUH, la Banque de l'Union haïtienne, qui en toute fin pratique a fait faillite. Cet homme n'a rien d'autre à faire valoir. Rien, absolument rien. Et pourtant, c'est le choix de Gilbert Bidjo, c'est le choix de Reynold Dib, c'est le choix d'Olivier Barrault. Vous vous souvenez de ces noms, hein? Vous vous souvenez lorsque le scandale des 100 millions de gourdes a éclaté? Rappelons-le, 3 membres de ce CPT ont été pris les culottes baissées à vouloir marchander la reconduction du président de la BNC contre 100 millions de gourdes. Je vous avais révélé que cette BNC, Banque nationale de crédit, est pratiquement, elle aussi, en faillite parce que 59% de son portefeuille, vous avais-je alors dit, est prêté à 4 hommes, 4 oligarques. Une banque nationale, dont le mandat est de faciliter, n'est-ce pas, les microcrédits, dont le mandat est de faciliter des prêts à des gens de la classe moyenne, eh bien, le portefeuille de la dite Banque nationale, suivez mon regard, est détenu jusqu'à 59% par 4 hommes d'affaires haïtiens. Eh bien, on retrouve le même scénario, les amis. Le même scénario dans la BUH. Banque de l'Union haïtienne, sur le conseil d'administration de laquelle siège nul autre qu'Alix Didier Fils-Aimé, banque qui est en faillite parce que son portefeuille est prêté là aussi à
4 membres de l'oligarchie haïtienne et Gilbert Bidiot, Reynold Dib et Olivier Barrault ont fait pression sur le CPT pour qu'on choisisse Alix Didier Fils-Aimé. Vous allez voir pourquoi. Et je vais partager quelque chose avec vous. Il y avait un homme qui, pendant ces dernières années, était pressenti pour être Premier ministre d'Haïti. Je me rappelle avoir été dans un hôtel avec lui. On sentait que son tour était venu d'être Premier ministre. J'oublierai jamais, cet après-midi de dimanche, je suis dans une chambre d'hôtel avec cette personne qui appelle à la chambre de son hôtel ces gens-là que je viens de vous citer. Ces gens-là, les mêmes. Je me rappelle Reynold Dib, entre autres, qui appelle pour dire à cette personne-là, bon, on sent que vous n'êtes pas loin du pouvoir. Si vous nous promettez, écoutez bien, si vous nous promettez qu'il n'y aura pas de procès Petro-Caribé, si vous nous promettez qu'il n'y aura pas de vendetta contre nous, car nous sommes conscients d'avoir mal joué dans la question de la circulation des armes, dans la question de ces armes qui prolifèrent en Haïti, si vous nous promettez qu'il n'y aura pas de poursuite contre nous, nous sommes prêts à vous donner notre appui. Et je vous ai dit, j'étais là dans cette chambre d'hôtel un dimanche après-midi. À ce moment-là, je regarde la chose, je dis, oh là là, oh là là. Cette personne n'est même pas encore choisie que ces charognards, bourgeois sentis, comme nous dit en créole, ces charognards-là sont déjà au parfum de la chose. Ils se sont réunis et ils ont nommé Reynold Dib comme leur porte-parole pour transmettre à cette personne le message que si vous nous promettez qu'il n'y aurait pas de procès Petro-Caribé, si vous nous promettez qu'il n'y aurait pas de poursuite contre nous pour trafic illégal d'armes, eh bien, on est prêt à vous donner notre appui. Ce sont ces mêmes personnes-là qu'on retrouve ici à la charge pour imposer Didier Alix Fils-Aimé. Soyons clairs. Alix Fils-Aimé n'a rien dans son portefeuille. Il n'y a rien dans son CV qui mérite ou bien qui recommande, qui milite en faveur de son élection en tant que Premier ministre. Rien. Et quelques-uns des membres du CPT savent que le CV de cet homme-là est aussi léger qu'une plume de poule. Pour s'assurer que Alix Didier Fils-Aimé est vraiment choisi comme Premier ministre, Gilbert Bidiot, Reynold Dib, Olivier Barrault ont dit, écoutez, si vous hésitez à élire notre homme, nous allons déclencher le rouleau compresseur contre vous. Le temps de le dire, qui est dans la rue en train de tirer partout, qui est dans la rue en train de tirer sur les avions, qui est dans la rue en train de tirer, n'est-ce pas, à hauteur d'homme sur la population haïtienne, barbecue et 16 bières, à l'instigation de Reynold Dib. C'est un salaud, ce con. Je vous le dis, c'est un charognard. Je vous ai déjà raconté le fait que j'étais dans le lobby d'un hôtel à Pétionville, un dimanche après-midi. Et puis il se vantait. Il se vantait du fait que tous les députés et tous les sénateurs se trouvent sur son payroll. Ils viennent chercher un chèque dans ces entreprises. Et en contrepartie, il s'assure qu'aucune loi ne soit votée qui ne soit justement en sa faveur. Alors, pour imposer à Alix Didier Fils-Aimé, ils ont commandé, ils ont passé des instructions à barbecue de chauffer la rue, comme on dit chez nous. Et devant le fait accompli d'un Gariconi qui ne voulait pas liquider les affaires courantes, mais qui dirigeait le pays comme s'il était encore un Premier ministre en bonne et due forme, et où se retrouver avec un barbecue qui marchait sur le Palais national, eh bien, ils se sont rendus au diktat de Gilbert Bidiot, d'Olivier Barrault
et de Reynold Dib, ils ont choisi Alix Fils-Aimé. Au fait, je vous ai dit, Alix Fils-Aimé est membre du conseil d'administration de la BUH. L'une des demandes que Alix Fils-Aimé a faites au CPT, si je deviens Premier ministre, à défaut d'avoir les ministères régaliens, je veux choisir moi-même le ministre des Finances de ce pays. Savez-vous ce que ce ministre des Finances a proposé au CPT? Que l'État haïtien rachète la dette de la BUH. Je vous ai dit que tout comme la BNC, dont le portefeuille se trouve à 59% entre les mains de 4 hommes de ce pays, les mêmes. Eh bien, la BUH est en faillite aussi parce que son portefeuille est prêté majoritairement à ces mêmes hommes qui refusent de payer. Gilbert Bidjo, c'est l'un des hommes les plus riches de la Caraïbe, les amis. Gilbert Bidjo, c'est un milliardaire, les amis. Reynold Dib, et c'est l'une de ses intentions, contrôle toutes les douanes de ce pays. Il refuse de payer sa dette vis-à-vis de la BUH. Ils ont placé Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre à dessein pour forcer l'État haïtien à racheter la dette de la BUH qui est en faillite. Pour quelle raison la BUH est-elle en faillite? Parce que la plus grande part du portefeuille de la BUH se trouve aux mains de ces mêmes oligarques. Alors, quand je vous ai posé la question, à qui appartient ce pays, vous comprenez maintenant? Mais pire, les amis, pire. Vous savez que quand on vient d'installer un Premier ministre, il faut refaire le gouvernement, il faut, n'est-ce pas, regarnir les ministères. Alors là, il y a eu ce fameux partage de gâteaux, c'est un terme très euphémique pour parler tout simplement de la prise en otage, ce que j'appelle un triple hold-up. C'est toujours un hold-up qui se poursuit depuis l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. On ne consulte pas la population haïtienne a perdu, n'est-ce pas, si vous voulez, le contrôle de son propre destin. Vous avez une poignée d'hommes et de femmes qui, en toute indifférence, en tout cynisme par rapport à la population haïtienne, choisit les ministères. Donc, il y a eu ce fameux partage de gâteaux. Moïse Jean-Charles a dit, moi, je veux garder pour moi le ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Parce qu'il se fait beaucoup d'argent dans le trafic des anguilles, pas vrai? Et en ceci, Moïse Jean-Charles et Alix Didier Fils-Aimé sont des partenaires, ils sont des collaborateurs, ils sont des alliés objectifs car les deux brassent beaucoup d'argent dans le commerce international des anguilles. Après le fameux partage de gâteaux pour les ministères maintenant, c'est la bataille pour les directions générales. Bon, d'abord, vous savez, l'administration publique haïtienne, elle est pléthorique. C'est une administration qui embauche plus qu'il n'en faut. C'est une administration, n'est-ce pas, dans laquelle les politiciens placent, n'est-ce pas, leurs maîtresses, leurs amants, leurs amantes, la famille de leurs amants, tout comme le reconnaît d'ailleurs Gary Coney. Mais il n'est pas crédible pour dire cela, puisqu'à 2 reprises, il a fait partie de la machine et il a nourri cette machine démoniaque. Alors là, maintenant, c'est la bataille pour la direction générale, les directions générales des ministères. Et savez-vous quoi? Reynold Dib dit, moi, je veux garder le contrôle des douanes. Je veux garder le contrôle, n'est-ce pas, de ces entités par lesquelles l'État essaye de, si vous voulez, de percevoir un peu d'argent. Il n'en démord pas, Reynold Dib, il veut les douanes. Et Reynold Dib menace de mettre le pays à feu et à sang. Il menace de continuer à activer le bras des barbecues de ce monde s'il n'obtient pas le contrôle des douanes des grandes villes. Ah, mais Alix Didier Fils-Aimé est déjà acquis à sa cause.
Alix Didier Fils-Aimé sait qu'il ne doit pas son élection véritablement au CPT, mais qu'il doit son élection aux pressions de la rue que Reynold Dib, que Gilbert Bidiot, que Olivier Barreau ont su déclencher par l'entremise de Barbecue. Savez-vous que Alix Didier Fils-Aimé est entré en Haïti le jour même de son installation? Regardez la mise en scène. Les barbecues de ce monde sont allés à l'aéroport pour tirer sur des avions, mais l'avion de Didier Fils-Aimé venait à peine d'atterrir. Alix Didier Fils-Aimé a eu le temps, n'est-ce pas, de laisser l'aéroport et de se rendre, n'est-ce pas, jusqu'à la villa d'accueil pour y recevoir son investiture en tant que Premier ministre. Tout ceci, c'était de la mise en scène. C'était une façon par Gilbert Bidiot, une façon par Reynold Dib, une façon par Olivier Barreau pour montrer qui sont les vrais maîtres d'Haïti. Après nous, c'est nous. Et le CPT s'est prêté au jeu. Depuis le discours d'installation d'Alix Didier Fils-Aimé, l'avez-vous entendu, vous? Est-ce qu'on sait à quoi il s'affaire? Quelles sont les priorités d'Alix Didier Fils-Aimé? Que fait-il? Entre-temps, la question de l'insécurité demeure entière. Les barbecues de ce monde tuent sans complexe. Ils prennent, n'est-ce pas, des pans de Port-au-Prince, des pans entiers de Port-au-Prince. Ils chassent des gens, ils déplacent la population haïtienne. Avez-vous entendu un seul pays de la soi-disant communauté des nations malveillantes lever le petit doigt pour secourir la population haïtienne? Où sont les Kenyans? Bien sûr que la police fait de son mieux pour repousser Barbecue, mais l'homme est encore sur les médias sociaux. Il nargue les autorités haïtiennes, il nargue la population haïtienne. C'est beau de dire la police haïtienne fait des opérations dans les fiefs de Barbecue, non? Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si vous faites des opérations. Il y a une seule chose qui m'intéresse. Est-ce que ces hommes-là, qui sèment la terreur dans la population haïtienne, est-ce qu'ils sont morts? Donc, vous pouvez brasser autant d'opérations, vous pouvez mener autant d'opérations que vous voulez. Je ne vous attends qu'au carrefour. Je ne mesurerai l'efficacité de vos opérations par la neutralisation, la mise KO de Barbecue. Alors les amis, nous sommes 12 millions, peut-être un peu plus. Mais ce pays-là, aux 1001 ressources, ne profite véritablement qu'à Bidiot. Ce pays-là, aux 1001 ressources, ne profite véritablement qu'à Olivier Barreau. Ce pays, aux 1001 ressources, ne profite véritablement qu'à Reynold Dib, ce charognard-là. Il faut qu'on en fasse quelque chose. En sorte que on terrorise la population haïtienne, mais Barbecue ne manque jamais de munitions. On chasse la population haïtienne. Les hommes de Barbecue ne manquent jamais d'armes. Mais la question se pose, pourquoi diable les États-Unis d'Amérique ne font-ils pas quelque chose? Nous sommes quand même à quelques encablures de Miami. Pourquoi les États-Unis ne font-ils pas quelque chose? Vous allez comprendre parce que les bidiots de ce monde s'assurent que les décideurs, les bidiots de ce monde s'assurent que la fameuse commission des affaires étrangères du Congrès américain s'assure que ces gens-là mangent dans ses mains et s'il leur dit, écoutez, circulez, il n'y a rien en Haïti, Haïti c'est à nous, ne faites rien, ils l'écoutent, je vais vous aider à comprendre comment et pourquoi. On s'arrête ici, une autre pause s'il vous plaît, et je vous reviens avec la méthode Bidiot à l'étranger et la méthode Bidiot en Haïti. À tout à l'heure les amis. Alors, il nous faut parler de ce que j'appelle la méthode Bidiot. Quand je dis méthode Bidiot, c'est une façon de faire simple.
J'entends la manière dont les oligarques, les hommes et les femmes très riches en Haïti, fonctionnent avec les décideurs internationaux pour s'assurer de ne pas être dérangés en Haïti. Au fait, les États-Unis d'Amérique livrent Haïti aux mains de Bidjo, aux mains des Bossan, aux mains des Reynoldib. Et vous allez comprendre le modus operandi des Bidjo. Bon. Tout le monde sait que aux États-Unis, la politique, elle est d'abord locale. Et que la politique internationale n'est qu'une projection de la politique locale. Tout le monde sait que si l'on veut s'assurer de faire avancer son agenda aux États-Unis, ben, il faut financer la campagne électorale des congressmen, il faut financer la campagne électorale des sénateurs. Et Bidjo a bien compris cela. C'est pour cela que le Canada peut bien sanctionner Bidjo, mais l'homme n'a jamais été inquiété. Le Canada peut sanctionner qui il veut. Michel Martelly, exemple. Vous avez vu l'ambassadeur américain dernièrement faire rire de lui en disant que oui, on sanctionne Michel Martelly, mais si on le sanctionne, ce n'est pas parce qu'on veut fermer ses comptes, c'est pour qu'il change, mon œil. Alors, voyons la méthode Bidjo. Je vais commencer par une illustration. Sous Michel Martelly, il y a eu un célèbre procès dont l'enjeu était la propriété du port Lafito. Il y avait deux antagonistes, Bidjo lui-même et un certain Bossan. Édouard Bossan, alors puissant membre du conseil d'administration de l'Unibank, etc. Écoutez bien, c'est un procès qu'on suivait parce qu'on voulait comprendre, n'est-ce pas, lequel de ces deux-là est plus puissant en Haïti, mais surtout, cela nous a permis de comprendre lequel de ces deux-là a la main plus longue au niveau de la scène internationale. Bon. Le juge qui siégeait sur l'affaire, n'est-ce pas, entendait les arguments des uns et des autres. Il entendait, n'est-ce pas, les arguments des avocats des uns et des autres quand, écoutez bien les amis, un sénateur en exercice des États-Unis, je dis bien un sénateur en exercice des États-Unis, en plein procès, a appelé le président Michel Martelly pour lui dire « Il ne faut pas que Gilbert Bidjo perde ce procès, le port de Lafito doit rester à Gilbert Bidjo. » Est-ce que vous entendez ça? Le sénateur américain a téléphoné. Un sénateur américain qui prêche partout, n'est-ce pas, la vertu de l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui prêche partout, n'est-ce pas, la vertu de la démocratie et surtout de l'inamovibilité des juges, le sénateur américain a appelé Michel Martelly pour lui dire, écoutez, passez instruction à ce juge pour que Bidjo ne perde pas le procès. Et imaginez ce qui s'est passé. Michel Martelly ayant reçu l'ordre d'un sénateur républicain a appelé le juge pour lui dire, écoutez, faites en sorte que Bidjo ne perde pas le procès, car je viens de recevoir un appel très menaçant d'un sénateur américain. Pour quelle raison? Parce qu'on a compris, Bidjo finance ces gens-là. Et ce n'est pas seulement dans cette affaire qu'on comprend cette méthode Bidjo. Ces gens riches d'Haïti, ces oligarques savent qu'il ne reste plus rien de la souveraineté haïtienne et qu'Haïti est devenu une espèce de pupille, n'est-ce pas, de la communauté internationale, une espèce de laboratoire dans lequel on essaie toutes sortes de formules, toutes sortes de recettes, et que les vrais patrons d'Haïti ne sont pas en Haïti. Les vrais patrons d'Haïti sont quelque part dans le bureau ovale, sont quelque part, n'est-ce pas, au Capitole, et que si on les finance, ces gens-là, on peut tout faire en Haïti. Maintenant, vous comprenez pourquoi des armes entrent en Haïti et transitent par ces ports privés. Des armes entrent en Haïti, transitent par la République dominicaine, les barbecues de ce monde, les ISO de ce monde, les Vitellum de ce monde, tous ces assassins, tous ces terroristes n'ont jamais quitté leur fief, et pourtant jamais ils ne manquent d'armes, et pourtant jamais ils ne manquent de munitions. Comprenez pourquoi? C'est parce que les oligarques
graissent la patte des décideurs américains. Les oligarques financent la campagne, n'est-ce pas, électorale des sénateurs et des congressmen, et on vous finance, mais s'il vous plaît, laissez-nous faire en Haïti, car ce pays-là, il est à nous. Ça, c'est la méthode Bijo vis-à-vis de l'international. Mais là, il faut que je vous parle de la méthode Reynald Dib vis-à-vis des nationaux haïtiens. Jusque dans les années 2000, comment fonctionnait la classe des affaires en Haïti? La classe des affaires courtisait les politiciens pour avoir, si vous voulez, des monopoles. La classe des affaires courtisait les dirigeants haïtiens pour avoir, mettons, des franchises douanières. La classe des affaires courtisait les politiciens haïtiens pour avoir une réduction de taxes, n'est-ce pas, sur tel ou tel produit qu'ils importaient. En contrepartie, ils finançaient les politiciens, enfin la campagne des politiciens haïtiens. Mais depuis les années 2000, les Reynald Dib, les Bijo ne fonctionnent plus comme ça. Il disait, écoutez, jusqu'à Duvalier, les politiciens demeuraient les patrons d'Haïti. Mais nous, depuis qu'on a renversé Jean-Bertrand Aristide, et c'est eux qui ont renversé Jean-Bertrand Aristide, nous sommes les véritables patrons d'Haïti. Pour nous assurer d'être les seuls patrons d'Haïti, nous allons financer, n'est-ce pas, la campagne des décideurs internationaux, la campagne électorale des sénateurs et des congressmen américains. Quant aux politiciens haïtiens, nous allons les embaucher nous-mêmes. Alors vous avez tel homme qui veut être député, vous avez tel homme qui veut être sénateur, vous avez tel homme qui veut être, n'est-ce pas, premier ministre, tel autre homme qui veut être président, c'est pas grave. Nous allons le convoquer à notre bureau, nous allons lui dire, voici ce que nous voulons. Nous allons vous donner autant d'argent que vous voulez. Nous allons vous donner autant de, si vous voulez, autant d'outils que vous voulez pour impressionner la population haïtienne, mais une fois élu, vous allez exécuter à la lettre notre volonté. Il n'y a pas une seule loi qui puisse passer au Parlement haïtien si cette loi ne fait l'affaire de Reynald Dib. Il n'y a pas un seul ministre qui puisse être nommé par un président ou par un premier ministre si ce choix-là n'est approuvé par la classe des affaires. Il n'y a pas un seul premier ministre qui soit choisi en Haïti si ce premier ministre n'est approuvé par la classe des affaires. Et une fois que ce premier ministre est choisi, les directions générales sont comblées par nul autre que les Dib de ce monde. Les douanes, n'est-ce pas, sont... Alors, ceux qu'on nomme à la tête des douanes sont littéralement les choix de Reynald Dib. Pour quelle raison? Parce que ce charognard importe des saloperies de la République dominicaine. Il veut s'assurer que ce qui passe par les douanes, ce qui entre au pays, n'est-ce pas, ne vient pas contrecarrer ou ne vient pas contrarier sa, n'est-ce pas, sa méthode d'affaires. Alors désormais, ceux qui dirigent Haïti sont les employés de la classe des affaires. Et s'ils osent, n'est-ce pas, contrarier le plan de Reynald Dib, c'est pas compliqué, ils sont tout simplement supprimés. Alors on a vu, il y a 2 semaines, que le des patrons de barbecue, c'est nul autre que l'ambassadeur américain qui avoue à la population haïtienne qu'il est en contact avec ces gens-là, qui avoue à la population haïtienne qu'il sait en temps réel où se trouvent ces gens-là. Question de sécuriser son ambassade. Mais on comprend, n'est-ce pas, la toile araignée, la toile d'araignée, n'est-ce pas, mafieuse de ce terrorisme en Haïti. Oui, vous avez l'ambassadeur américain qui est de mèche avec la classe des affaires, mais la classe des affaires achète le silence des Américains en finançant la campagne électorale des sénateurs, en finançant la campagne électorale des congressmen. Quels sont les hommes qui sont derrière ça? Retenez les noms. Gilbert Bijo. Reynald Dib, lui, c'est un charognard. Olivier Barrault. L'agenda qu'il donne à Didier Fils-Aimé, l'État haïtien doit racheter la dette de la BUH qui est en faillite. Pour quelle raison la BUH est en faillite?
Parce que la BUH a prêté la plus grande part de son portefeuille à ces mêmes oligarques. Mais pire, les amis, pire. Ce sont les Reynolds, ce sont les Bidjo, ce sont les Barreaux qui importent, n'est-ce pas, les produits de première nécessité en Haïti. Ces gens-là, ils n'ont aucune sensibilité pour la production nationale. Ils n'ont aucune sensibilité pour la production rizière haïtienne. Ils n'ont aucune sensibilité pour l'agriculture haïtienne. Ils s'en foutent. Ils importent des saloperies en Haïti. Et ils nous font manger toutes sortes de bêtises, toutes sortes de conneries. Et vous savez quoi? Surveillez les annonces. Bientôt, Alix Didier Fils-Aimé va annoncer une baisse du taux d'indexation de l'État haïtien sur certains produits de première nécessité. Suivez mon regard afin d'aider la population haïtienne. L'État haïtien va procéder à une baisse des taxes sur l'importation des produits comme le riz, sur l'importation des produits comme le sucre, sur l'importation des produits comme, si vous voulez, le pois. Et qui sont les importateurs de ces produits? Les mêmes Reynolds, les mêmes Bidjo. Donc, cette mesure de baisse du taux d'indexation sur ces produits de première nécessité ne profitera nullement à la population haïtienne. Cette mesure va profiter aux mêmes charognards parce que ce sont eux qui ont placé le Premier ministre. Posez-vous la question, mais à qui appartient Haïti? Est-ce qu'Haïti appartient à ces salopards-là? Est-ce qu'Haïti appartient à ces charognards qui s'assurent du silence de la communauté des nations malveillantes et qui embauchent désormais les dirigeants haïtiens pour que ces derniers exécutent leurs 4 volontés? On s'arrête une autre fois, on revient après cette dernière pause, c'est promis. À tout à l'heure, les amis. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfilsaimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Avant la pause, on a vu la toile d'araignée des mafieux. On l'a vu, ça. On a vu comment les Bidjo, les Reynolds, les Barreaux, les Bossan, tous ces charognards-là, ceux que les Haïtiens appellent des bourgeois sentis, et ils le sont, des charognards qui puent. Ils puent. On voit comment ils fonctionnent à l'international. C'est pas compliqué. On finance la campagne des sénateurs, on finance la campagne des congressmen, et ils nous foutent la paix en Haïti. Haïti est à nous. Comme ça, Haïtiens, t'es qu'on les Bidjo. Comme ça, Haïtiens, t'es qu'on les Dib. Comme ça, Haïtiens, t'es qu'on les Barreaux. Une fois qu'ils achètent le silence des décideurs internationaux, maintenant, ils disent aux politiciens haïtiens, aux dirigeants haïtiens, maintenant, à nous deux. Vous n'avez pas le sou, c'est pour ça que vous faites la politique. Et vous êtes corruptible, on va vous corrompre. Vous voulez avoir une maison, on va vous en donner une maison. Vous voulez faire campagne, on va financer votre campagne. Est-ce que vous vous rappelez de tous les moyens dont disposait, n'est-ce pas, Jovenel Moïse quand il faisait campagne? Vous vous souvenez de ces ouragans dans le sud, quand Jovenel débarquait avec bateau et nourriture pour toute une population? Vous savez qui était derrière ça? Les mêmes oligarques. Les mêmes oligarques. Alors, désormais, c'est eux qui embauchent les politiciens, qui leur disent « Voici ce que vous allez faire. Voici quelle loi vous allez voter. » Donc, nous perdons, nous, peuple haïtien, nous perdons, nous, les 12 millions, le contrôle de notre propre destin. Après ce que je vous ai dit, il y a 2 options. 2. La plus facile, c'est de dire « Ah, pays, ça va pas changer, me décompte ça. » Vous savez, c'est une option facile. « Ah, ça ne sert à rien de se battre. » Vous pensez que c'est facile pour moi? Quand je dois enregistrer cette émission-là, je me pose en mon fort intérieur cette question, mais ça sert à quoi, ça? On a l'impression, plus on parle, pire c'est devenu. On a l'impression que plus le temps passe, pire ils sont devenus les politiciens haïtiens. Mais il ne faut pas se décourager.
Imagine si moi-même un jour je dis, écoutez, je ne fais plus ce que je fais là, parce que ce pays-là ne changera jamais. On ne nous laissera jamais une chance. Les Bidjo, les Reynoldib, les Bossan, les Barreaux sont trop puissants. Ils ne nous laisseront jamais une chance. J'y ai pensé quelquefois, je vous l'avoue. Et certaines fois, avant d'entrer en studio pour présenter cette émission, waouh, j'ai dû me redoubler d'ardeur, boire moi-même ma tasse de thé ou de café parce que parfois, il me manque de l'énergie. Je dis, mais tout ça sert à quoi? Ça, c'est l'option la plus facile. M'installer en terre étrangère et dire, écoutez, ce pays-là ne changera jamais. Mais la deuxième option, c'est de dire, maintenant qu'on a compris véritablement qui tire les ficelles, mais on va s'attaquer à ceux qui tirent les ficelles. Une fois qu'on aura donné le bois calé, qu'on aura donné ce qu'il mérite au barbecue de ce monde, vous savez quoi? Le plus beau cadeau que la police haïtienne puisse nous faire, c'est de nous offrir un trophée barbecue. On se comprend? Le plus beau cadeau que la police haïtienne puisse nous faire pour la nouvelle année. Imaginez comment notre soupe sera délicieuse si la police haïtienne nous offrait un trophée barbecue ou ISO ou Vitello. Mais une fois que on aura supprimé ces gens-là, il faudra foutre le bois calé aussi à Reynoldib. Laissez-moi vous revenir à quelque chose. Pour vous prouver à quel point Reynoldib, là, c'est vraiment le maître d'Haïti. Je vous parlais de ce monsieur qui était pressenti pour être Premier ministre. Et puis, j'étais avec lui dans sa chambre d'hôtel. Et puis, je vous ai dit, un dimanche après-midi, il reçoit un appel dans sa chambre d'hôtel. Qui est-ce qui appelle? Un consortium de la Floride. Il y avait un certain Henri Séan, ça vous dit quelque chose? Ancien Premier ministre, n'est-ce pas? Sous Jovenel, placé là par Michel Martelly. Il y avait Reynoldib qui était là et qui a osé appeler le monsieur pour lui dire, écoutez, on sent que vous serez Premier ministre. Si vous nous promettez qu'il n'y aura pas de procès Petro-Caribé, si vous nous promettez que nous ne serons pas embêtés au niveau de la justice pour la circulation des armes, on est prêt à vous soutenir. Mais une fois que la police nous aura offert un trophée, la tête des barbecues, des ISO et de tous ces exécutants-là du terrorisme, les vrais terroristes haïtiens, c'est Gilbert Bidjo. Les vrais terroristes haïtiens, c'est Reynoldib. Les vrais terroristes haïtiens, c'est Olivier Barreau. Ces gens-là qui prennent en otage la production haïtienne. Imaginez une banque qui est censée appartenir à Haïti, une banque qui est censée appartenir aux Haïtiens, est prêtée à 59% à 4 oligarques. Imaginez la BUH qui est en faillite. Pour quelle raison? Parce que la grande partie du portefeuille de la BUH est prêtée à ces oligarques toujours les mêmes. Il faut rendre la vie impossible pour ces oligarques-là. Jusque-là, ce sont eux qui nous rendent la vie impossible. Vous voyez nos frères et nos sœurs courir, un matelas sur la tête. Vous voyez nos frères et nos sœurs courir, n'est-ce pas, sans rien sur la peau. Vous voyez nos frères et nos sœurs laisser leur maison. Pour quelle raison? Mais si vous comprenez bien, Barbecue n'a pas d'agenda politique. Barbecue n'est pas en compétition avec un autre pour avoir le contrôle, n'est-ce pas, du marché de la drogue. Non. À quel agenda Barbecue, ISO et Vitellum répond-il? À l'agenda des Bidjo, des Reynoldib, des Barreaux. Ces gens-là prennent le pays en otage pour s'assurer qu'ils puissent toujours brasser des affaires. Et la communauté des nations malveillantes reste silencieuse parce que Bidjo finance les campagnes des sénateurs et des congressmen américains. Les amis, la révolution haïtienne est une nécessité. Nous devons tourner notre machette, nous devons tourner notre bois calé, non seulement contre les pantins qui sont au sein du CPT, mais derrière le CPT, il y a les Bidjo. Derrière le CPT, il y a les Reynoldib. Derrière le CPT, il y a les Barreaux. Ces gens-là ne peuvent pas être en paix, ne doivent pas être en paix sur la terre de Dessalines. Haïti n'appartient pas à Bidjo. Ce n'est pas un nom haïtien, ça. Haïti n'appartient pas à Dib, ce n'est pas un nom haïtien. Vous penserez ce que vous voulez.
Alors, puisque ces gens-là ont pris notre pays en otage, nous devons leur infliger le bois calé. Qu'ils retournent dans leur pays, qu'ils retournent aux États-Unis, dont ils financent les sénateurs, et qu'ils nous foutent la paix. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. On garde le moral, les amis. On ne va pas choisir la première option, l'option facile. Le pays, ça va bien changer. N'est-ce pas plus mal? Une fois qu'on identifie ceux qui tirent les ficelles, il faut leur foutre à eux aussi le bois calé. En attendant le plus beau cadeau que la police puisse nous faire. Ah, mais quelle serait délicieuse la soupe du 1er janvier si la police nous offrait comme trophée les barbecues, les ISO, les vitellums. Ah, que j'ai hâte à ce jour. Ce jour, une fois consommé, les bidjots, les dibs, les barreaux, il faudra s'en occuper aussi. Bonne semaine, les amis. Gardons le moral. Car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Au revoir.